ABK Radio, l'interview. Bonjour, monsieur André Luther Meka, communicant à DPC. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio. Je voudrais saluer tous ceux qui écoutent ABK Radio comme moi tous les matins quand nous allons au travail. Je voudrais également remercier cette invitation et penser de tout cœur que nous allons faire la paix parce que vous savez, au-delà du fait que nous sommes communicants du ADPC, nous avons beaucoup de responsabilités et il peut y arriver parfois que je puisse faillir à un ou deux rendez-vous. Je m'en excuse sincèrement. Les auditeurs vous le pardonneront, forcément. Merci bien, merci bien. C'est un plaisir de vous avoir donc dans ce studio de ABK Radio. Avec vous tout de suite, nous parlons de cette actualité. Le gouvernement camerounais qui, à travers son porte-parole, René Emmanuel Sadi, par ailleurs ministre de la Communication, qui interpelle ceux qui surfent sur le coup d'État survenu au Gabon, voire au Niger, pour, je le cite, prophétiser la déstabilisation d'autres pays par effet de contagion, y compris le Cameroun, de se garder, de faire, et encore une fois je vais le citer, des parallèles insensés et saugrenus et de faire des prédictions ubuesques sur le devenir du Cameroun. Question, André Luther Meka. Est-ce que le simple fait pour des analystes de parler de ces coups d'État vaut appel à la déstabilisation dans notre pays? Non, pas du tout. Il s'agit de l'actualité, mais le fait, n'est-ce pas, de faire des parallèles, de faire des conjectures et de faire une sorte de similarité entre ce qui s'est passé au Gabon et ce qui s'est passé au Cameroun, c'est effectivement projeter l'atteinte à la sécurité de l'État. Et vous savez, il y a un adage qui dit qu'à force de dessiner le diable par le mur, il finit, n'est-ce pas, par entrer. Je crois qu'il était important pour le ministre de la Communication et pour le porte-parole du gouvernement de pouvoir sensibiliser les Camerounais sur cette manière spécieuse, insidieuse, de pouvoir faire en sorte que le Cameroun soit dans le chaos, dans le désordre. Et il faut dire la vérité, nous ne sommes pas... pour dire que nous ne sommes pas, on a coutume, n'est-ce pas, de vivre ce genre de situation. Les Camerounais ont toujours cette habitude de vouloir empoisonner l'univers mental, l'imaginaire des Camerounais dans le désordre, dans le chaos. Heureusement que les Camerounais sont des gens de paix. Ils ont souscrit, n'est-ce pas, à la politique de paix du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important déjà de faire cette mise en garde pour que les gens ne prennent pas le Cameroun comme l'auberge espagnole, c'est-à-dire là où quelqu'un peut entrer, il fait n'importe quoi, il mange n'importe quoi. Non, le pays est dirigé et c'est important de respecter les institutions et de pouvoir promouvoir la paix au Cameroun. André Luther Meka, on a coutume de dire que lorsque la maison de votre voisin brûle, il faudrait prendre des dispositions pour que la vôtre ne brûle pas. Oui, naturellement. Les dispositions, ce n'est pas de dire que cela peut arriver au Cameroun, le Gabon nous parle, il faudrait un coup d'État au Cameroun. Ce n'est pas ça les dispositions. Est-ce que c'est ce qui a été dit par ces analystes? Moi, j'ai fait des débats où des gens disaient que cela peut se produire au Cameroun. Je voudrais pas mais ne doit pas. Oui, mais quand on dit peu, c'est déjà une sorte de projection. C'est déjà imaginé, n'est-ce pas, cela dans l'esprit des Camerounais, même dans l'univers mental. Donc, moi, j'ai fait des émissions où des hommes des partis politiques, les communicants des partis politiques le disaient sans embâche, sans prendre de gants, sans pincettes, qui disaient que cette situation est possible au Cameroun. Et je crois que c'est important déjà pour le gouvernement de la République, le porte-parole du gouvernement, de faire une mise en garde. Et naturellement, nous qui sommes les communicants du ADPC, de dire que nous sommes bien dans la paix. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de développement dans le désordre, dans la guerre. Il n'y a pas de développement, n'est-ce pas, dans le chaos. Il est important que les Camerounais sachent que nous sommes enviés à travers le monde par notre paix, par notre tranquillité, par le fait que nous sommes ensemble, nous vivons ensemble et nous Mais nous bien. ne sommes pas enviés en ce qui concerne la vie chère, André Luther Meka. Bon, écoutez, c'est un ordre mondial. Moi, je crois Est-ce que ce n'est pas l'excuse de tout trouver pour justifier un certain état de choses? Non, je voudrais dire que la vie chère est un problème mondial. Vous savez très bien qu'avec la venue du Covid, naturellement aussi la hausse du pétrole et tout ce qui va avec, cela a permis en sorte qu'il y ait une surenchère, une sorte d'inflation dans les marchés. Mais je voudrais dire pour ceux qui ne le savent pas que le ministre du Commerce a pris des mesures très importantes pour les produits de première nécessité. Notamment, je crois en avril 2022, il avait pris, n'est-ce pas, 2 arrêtés qui permettaient à ce que, avant que les commerçants, les opérateurs économiques mettent, n'est-ce pas, les produits sur les étals, ils doivent, n'est-ce pas, faire les dépôts des barèmes.
au niveau, n'est-ce pas, du ministère du Commerce. Et c'est le ministère du Commerce qui doit homologuer les prix. Je crois que près de 14 produits sont passés, n'est-ce pas, sur la sellette pour pouvoir être homologués. Notamment, vous les connaissez, le riz, la farine, le poisson, ainsi de suite. Sauf qu'on assiste à une augmentation de prix sur le marché entre ce que le ministre du Commerce, Luc Magloire Bagatanga, peut dire et ce qui se fait réellement sur le terrain. On peut dire qu'il y a un très grand gap. Il y a toujours des brebis galeuses, mais je crois que le jour où il y aura des contrôles, ils paieront aussi cher. André Luther Meka, pour rester sur cette actualité concernant le ministre René Emmanuel Sadi, certains pensent que ces sorties devraient plutôt être perçues comme des analyses visant à renforcer la vigilance des membres du gouvernement, simplement. Non, il faudrait d'abord dire aux Camerounais que c'est indécent. C'est un délit de pouvoir imaginer, de pouvoir inciter, n'est-ce pas, à un coup d'État dans un État. Vous savez, il y a des choses qui se passent ici qui ne se passent pas ailleurs. Je vous assure, même les pays que vous dites développés, vous parlez de coup d'État qui doit avoir lieu, mais vous êtes arrêtés. Moi, j'ai toujours été stupéfait de voir, j'ai vu une vidéo en circulation qui est même sur ma page, où un vice-président, pour ne pas le nommer, Maître Emmanuel Sim, qui a assisté à une réunion où on parlait des armes qui entraient au Cameroun, où on parlait naturellement, n'est-ce pas, de pouvoir déstabiliser le Cameroun. Mais ce monsieur est rentré au Cameroun, il circule librement, sans être inquiété. Et j'ai souvent dit que les gens vont plairer le président Paul Biya. Pourquoi ? Parce que c'est un monsieur qui a une extrême bonté, qui a une certaine magnanimité, parce que je n'ai jamais vu ça dans un pays. C'est-à-dire, vous assistez à une réunion où vous parlez des armes, vous parlez de déstabilisation, et vous arrivez au Cameroun, vous êtes libre de tout mouvement. Moi, je n'ai jamais vu. Et le jour où vous verrez un tel pays, s'il vous plaît, dites-le moi. On en a vu où le président a été pris à partie physiquement, hein. Pas des mécontents. Mais vous ne entartré, enfariné, giflé. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Il y a des gens qui ont salué le président Paul Biya et qui avaient arraché son bijou. C'est pas... Oui, naturellement. Je vous parle dans cette radio, vous pouvez vérifier. On n'a pas fait des rafles. Mais on lui a arraché un bijou. C'est la manifestation peut-être d'un certain amour. Je vous parle de présidents qui ont été enfarinés, entartrés et giflés. Et ce n'est pas pour autant qu'on en a fait une affaire, enfin pas affaire d'État, mais ils n'ont pas été poursuivis. Oui, mais vous savez, moi je suis... C'était pour faire le parallèle entre ce que vous disiez du Cameroun. Vous savez, moi je suis un communicateur assez. Parfois, les communicateurs qui sont des grands gourous de communication créent des bidonnages. Vous savez, il y a une histoire où Balladur avait inventé une histoire où il s'est marché à pied. Après, il a été remorqué pour montrer sa simplicité. C'était de la com ? C'était de la com. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de présidents européens qui font beaucoup de com sur des histoires, sur des faits préfabriqués pour pouvoir, n'est-ce pas, faire monter leur cote. Sarkozy, Hollande, Macron ont tous communiqué. Pour faire monter leur cote. Vous savez que je crois que c'est Hollande qui aime bien circuler en scooter, ainsi de suite. Il va chercher Julie Gaillard. Bon, c'est vous qui le dites. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des coups de com qui sont organisés par des cabinets de communication assez racés. André Luther Meka, est-ce que vous pensez que les Camerounais soient suffisamment manipulables, aussi facilement manipulables pour céder à un discours qui pourrait appeler à la déstabilisation de leur pays? On ne peut pas dire qu'ils sont manipulables ou pas. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que lorsqu'un discours est récurrent, lorsqu'un discours empoisonne, n'est-ce pas, l'univers mental des Camerounais, lorsqu'il il sature l'imaginaire des Camerounais, il est tout à fait normal que c'est l'expression de certaines inquiétudes. C'est une sorte de prédisposition, n'est-ce pas, à pouvoir le faire. Ce n'est pas des inquiétudes du gouvernement, parce que le gouvernement a la force légitime de l'État, a, n'est-ce pas, les appareils répressifs pour pouvoir mettre de l'ordre, mais c'est une communication qui vise, n'est-ce pas, à sensibiliser les Camerounais du fait qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, volontairement promouvoir le désordre, promouvoir le coup d'État, promouvoir un état de chaos. Parce qu'il faut le dire, le coup d'État n'est pas quelque chose qui est dévolu dans les mécanismes, dans les principes, n'est-ce pas, constitutionnels. Nous savons qu'on accède au pouvoir par les élections et non par le coup de force. Donc nous ne pouvons pas... Mais il y a des coups d'État qui peuvent être des biens, des mots pour des biens finalement, un mal pour un bien. Mais c'est vous qui le dites, madame. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez eu aucun suffrage. Vous n'avez été élu par personne et vous accédez au pouvoir. Mais c'est une imposture. Mais comment comprendre la réaction dans des populations, madame. Parfois, quand il y a ces coups d'État qui sont perpétrés, des populations qui sont contentes, qui manifestent leur joie? Il y a un certain air de nouveauté. Les Camerounais aiment la nouveauté, même si c'est, n'est-ce pas, ce qu'on appelle souvent au quartier la baba.
On dit souvent que c'est des choses en simili. La contrefaçon. C'est la contrefaçon. Il y a une expression là pour démontrer que ça n'a pas de valeur. Je ne voudrais pas utiliser les gros mots pour expliquer cela, mais les Camerounais aiment la nouveauté. Et c'est cette nouveauté qui, naturellement, essaie, n'est-ce pas, de tromper les Camerounais. Parce que vous allez voir, je prends un exemple ici à Abeka, on va dire c'est toujours les mêmes qui présentent, et ainsi de suite. Et quand on change, ça fait un problème. Je vous avais suivi une fois où il y avait eu un débat sur Oya, ainsi de suite. Oui. J'ai dit, bon, voilà donc les Camerounais. Quand ils sont là, on insulte, on critique. Mais quand ils ne sont plus là, on pleure. Moi, j'ai vu des institutions comme ça, des organisations comme des entreprises où les gens disaient il faut qu'il parte. Et le jour qu'il est parti, celui qui est arrivé, on l'a soulevé et on l'a surlevé jusqu'au ciel. 3 jours après, ils ont déchanté. Donc, il faut faire attention avec cet esprit de nouveauté, cet esprit d'alternance qui parfois ne nous apporte pas les solutions. Il doit les solutions attendues. André Luther Meka, je rappelle à ceux qui prennent l'écoute à l'instant qu'ils sont sur l'émission Abeka Matin, diffusée sur Abeka Radio, fréquence 89.9, la fréquence utile et agréable. Et avec vous, on aborde un autre sujet. Le petit écran est aujourd'hui un canal par lequel la promotion de l'homosexualité se fait de façon à peine voilée. Le Conseil national de la communication, dans sa posture de régulateur des médias, a fait une sortie pour exiger le retrait de la chaîne Canal Plus L qui est effectif depuis hier. Est-ce une action suffisante, selon vous, pour assainir les contenus proposés aux téléspectateurs ou alors des actions plus importantes peuvent être menées? Moi, je crois que c'est vraiment à féliciter. Et moi, je peux dire que si j'étais dans une manifestation, ce serait un standing ovation pour cette décision. Parce qu'il y a des contenus qui sont véhiculés et qui dénaturent, qui déstructurent même, n'est-ce pas, l'Africain. Vous savez, il y a des séries qui passent où on injecte, n'est-ce pas, les postures d'homosexualité. Et même dans les dessins animés, on injecte les postures d'homosexualité où il y a une sorte, n'est-ce pas, d'attirance des personnes de même sexe. Et c'est une préparation, c'est une éducation, c'est une socialisation à des postures qui ne sont pas tout à fait appréciables pour notre pays. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir filtrer tout cela. Il n'y a pas que les postures sexuelles. Il y a même, n'est-ce pas, le rêve quand on vend aux femmes. Vous allez voir quelqu'un qui part de concubin, de conjoint en conjoint dans des séries. Et on a l'impression que c'est tout à fait normal. On vend, n'est-ce pas, une vie de rêve sur le plan, n'est-ce pas, du sexe, sur le plan familial, alors que ce n'est pas normal. Et je vous parlerai pas même des médias mensonges tel on adoube le coup d'État, on parle de militaires, l'autre on parle de juntes, d'autres on parle, n'est-ce pas, des dictateurs. Et tout cela, n'est-ce pas, sont des manigances qui sont faites par des médias mensonges européens pour pouvoir déstructurer la mentalité, n'est-ce pas, des Africains. Et c'est bienvenue, n'est-ce pas, de pouvoir filtrer cela, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une sorte de discrimination des contenus pour pouvoir savoir ce qu'on peut servir, n'est-ce pas, aux Camerounais. Donc je félicite, n'est-ce pas, cette initiative et j'espère que cela va continuer pour qu'on puisse, n'est-ce pas, promouvoir les valeurs africaines. Les valeurs africaines, c'est les valeurs, n'est-ce pas, de mariage entre un homme et une femme. Les valeurs africaines, c'est les valeurs africaines, c'est les valeurs du respect du droit d'aînesse. Celui qui est né le premier a une onction divine, il doit être respecté. Les valeurs africaines, c'est les valeurs, n'est-ce pas, du respect du vieux, qui est l'ancien, qui est un doyen, un peu comme le président Paul Biya, qui est un patriarche, qui est un sage africain auquel aujourd'hui nous devons nous référer pour pouvoir, n'est-ce pas, connaître non seulement le passé et l'avenir, parce qu'il faut savoir que le vieux, l'ancien, le doyen est celui-là qui scrute l'avenir et qui sait ce que c'est que le passé et l'avenir, parce qu'il a tout vu, il a vécu, il a, n'est-ce pas, j'allais dire une batterie, une avalanche d'expérience qui permet à un jeune, n'est-ce pas, de pouvoir se ressourcer. Mais, Monsieur Meka, je reviens effectivement sur cette question d'homosexualité. Est-ce qu'il n'est pas question, je le posais encore hier ici à un de nos invités, est-ce qu'il n'est pas question plutôt de baliser, puisque les lois l'interdisent déjà, est-ce qu'il n'est pas question de baliser
au lieu de discriminer. Parce que quand on discrimine, c'est comme si il y avait une once d'espoir, effectivement, pour ces pratiques-là. Vous savez, ce qui est vu, vous ne pouvez pas imaginer la puissance, n'est-ce pas, de l'image. Marc Luran parle, n'est-ce pas, des médias chauds. Parce que quand vous voyez l'image qui est animée, ça joue beaucoup, n'est-ce pas, dans l'univers mental d'un Camerounais. Et c'est important d'abord de stopper l'image, d'enlever, d'extraire, avant, n'est-ce pas, de baliser, comme vous dites. Donc, moi, je crois qu'il faut être extrêmement péremptoire par rapport, n'est-ce pas, à ce genre d'image qui choque. Il y a des moments où nous sommes au salon, où je suis dans l'inconfort, dans un film où les images sont extrêmement, j'allais dire... Tout à fait. Violentes. Tout à fait. Où vous voyez une femme qui se dénude avec un monsieur. Vous êtes avec votre enfant de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans. Vous êtes extrêmement gêné. Et c'est parfois des heures de pointe, parfois 10 heures, 12 heures, 15 heures. Donc je crois qu'il est important pour le ministère de la Communication et même le ministère de la Famille de pouvoir, n'est-ce pas, ausculter ces images, ces contenus. Et je crois même qu'il faille même une commission d'homologation. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, lorsqu'on ouvre une année, on essaie de faire un diagnostic des contenus des médias européens, des médias camerounais, et on sort, n'est-ce pas, un diagnostic pour pouvoir orienter, n'est-ce pas, ces images-là. Et je crois que c'est le Conseil national de la communication, parce que le Conseil national de la communication, c'est pas seulement le Conseil national de la presse, ou le Conseil national des médias privés. Mais est-ce que nous ne sommes pas un peu dépassé par les événements, parce qu'il n'y a pas seulement sur le câble, il y a même sur Internet. On voit comment la dépravation avec nos jeunes frères et ainsi de suite, nos jeunes sœurs, ça va dans tous les sens et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est mis sur pied pour effectivement éradiquer cela? Parce que je pense quand même qu'il devrait avoir une politique mise sur pied pour essayer de sensibiliser, si on peut. Il y a un observatoire des médias, une direction d'observatoire des médias au ministère de la Communication qui doit faire ce travail. Ce travail, n'est-ce pas, qui demande à pouvoir analyser les contenus et à pouvoir filtrer, n'est-ce pas, les contenus qui permettent de pouvoir faire en sorte que le Camerounais puisse être édifié, puisse avoir quelque chose, n'est-ce pas, dans le contenu. Il y a le Conseil national de la communication. Quand on parle de communication, c'est assez vaste, parce que si on vous donne les métiers de la communication, ils sont près de 50. Donc, tout à fait. Ce Conseil national de la communication devrait aussi, dans son cadre, pouvoir étudier ces contenus qui sont dans le digital, dans les médias, essayer de filtrer ces contenus, essayer, n'est-ce pas, d'apporter un diagnostic possible qui permette à ce que ces contenus soient filtrés et que ce qui est bien puisse être livré au Cameroun. Il faut toujours séparer le bon grain des livrets. Et je crois que c'est un travail important. C'est pour ça que je ne voudrais pas que ce soit au pif, qu'on a l'impression qu'on a annulé de façon tranchée, qu'il y ait des personnes qui siègent, qui définissent ce que nous avons besoin, quels sont les contenus que nous avons besoin. Quelle est même, n'est-ce pas, la vision de la programmation, des programmes de télé, des programmes de radio au Cameroun, et qu'on essaie d'avoir une vision qui permette à ce qu'on puisse avoir une société qui est nettement mieux socialisée et mieux éduquée. Vous avez chuté sur une préoccupation que j'avais justement en ce qui concerne ces contenus, ce dont on a besoin, ce dont ont besoin les téléspectateurs camerounais, parce qu'on parle aujourd'hui de mettre en avant nos mœurs, de mettre en avant notre culture, mais est-ce qu'on a sur le plan national, sur le plan local, des médias qui sont capables de le faire? Et quand bien même ils essayent de faire cela, ils sont butés à un problème, l'insuffisance de moyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement camerounais accompagne ces médias locaux pour qu'on puisse avoir des contenus qui sont propres à nous, qui sont adaptés à nos cultures, qu'on puisse mettre à la disposition du public? Ben écoutez, l'État ne va pas vous donner les armes de sa propre destruction, puisque naturellement, nous avons l'impression que vous accompagnez l'opposition et la société civile. Même la chaîne nationale pourrait faire ce travail. Non, si naturellement... La chaîne nationale, je pense qu'elle est, comment se dire, un média gouvernemental. Non, elle pourrait peut-être faire ce travail. Il y a une aide à la presse privée qui vacille entre 200 millions. Bon, nous tous, nous savons comment est-ce que cette aide est répartie. Voilà, vous pouvez donc faire des requêtes au ministère de la Communication pour que ce soit bien réparti. Ça, c'est de votre rôle. Mais je crois qu'il y a une aide à la communication qui existe. Et naturellement, il est important aussi d'approcher le ministère de la Communication pour faire des propositions
par rapport, n'est-ce pas, au contenu. Mais je ne vous sous-estime pas, parce que moi, je sais que vous êtes capable de faire des choses qui sont appréciables. Nous avons besoin de moyens. Qui peuvent nous oui, on a besoin de moyens financiers. Mais comment est-ce qu'on fait pour les avoir si on n'a pas l'appui du gouvernement, par exemple? Mais écoutez, lorsque vous avez des contenus qui sont intéressants, vous avez des sponsors. Vous avez des sponsors qui peuvent vous accompagner. Toujours. Vous avez également des partenaires qui peuvent vous accompagner. Et dans le cadre des documentaires, lorsque vous faites des documentaires, vous accompagnez des sociétés, des entreprises, vous accompagnez, n'est-ce pas, les logiques sociales. Et ces sociétés, ces logiques sociales peuvent se constituer en force financière pour pouvoir, n'est-ce pas, vous accompagner. Il n'y a pas que l'État, même si je consens que l'État doit apporter son appui aux médias qui lui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir asseoir une politique importante pour son peuple. Là, on va parler d'une aide qui pourrait être conditionnée par d'autres choses. C'est pas ce que je dis. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est pas ce que je dis. Bon, on peut passer à autre chose. On peut parler un tout petit peu de sport avec vous, André Luther Meka. Vous êtes un acteur non seulement politique, mais vous avez votre mot à dire avec une certaine autorité en ce qui concerne les questions sportives. La saison sportive 2023-2024 va reprendre le 30 septembre de cette année avec 19 équipes inscrites au championnat de football MTN Elite One. Nous savons tous que la saison dernière a été marquée par des différends entre acteurs majeurs du football, suspension, démission, décision du TAS. Et vous êtes certes un acteur politique, je l'ai dit, accompli, mais je vous sais également capé pour aborder les questions sportives. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour accompagner le président Samuel Eto'o fils vers le sommet? Parce que certains pensent qu'il est l'homme qu'il faut et il est à la place qu'il faut, mais il est simplement incompris. Oui, je voudrais dire que beaucoup de gens l'oublient. J'ai été rapporteur ad hoc de la chambre de recours de la FECAFOOT. Naturellement, je me considère comme champion d'Afrique parce qu'avec l'exécutif Tombi Aroko, nous avons gagné la CAN 2017. Je voudrais d'abord faire une précision que contrairement à ce que les gens pensent, je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Ah oui. Oui, il faudrait. On dit que vous êtes un entier. Non. Bon, vous savez, c'est une mauvaise perception. Vous savez, les systèmes de communication sont établis ainsi pour, j'allais dire, un système manichéen. Quand vous faites la critique, vous êtes contre Eto'o, et quand vous faites des louanges, vous êtes pro Eto'o. On est même allé jusqu'à dire hibou et églisien. C'est malsain de penser ici. Je voudrais dire que j'ai deux problèmes en ce qui me concerne personnellement. Moi, je suis un homme politique. Je suis au service du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Moi, je crois qu'un Cameroun qui gagne, un Cameroun qui est conquérant à travers ses équipes nationales, fait l'affaire du politique que nous sommes. Ah ouais. Alors, lorsque nous perdons, j'ai l'impression que Samuel Eto'o ne met pas tous les moyens qu'il faut pour que nous soyons à l'aise, nous les hommes politiques. Parce que quand l'équipe nationale est flamboyante, quand l'équipe nationale est compétitive, elle est au sommet, n'est-ce pas, du classement mondial, cela fait l'affaire du Cameroun, cela fait l'affaire même du RDPC que nous sommes. Alors, lorsque cette équipe perd et que les Camerounais sont fâchés, ça ne fait pas notre affaire. Par conséquent, je ne peux pas soutenir Samuel Eto'o quand on perd. Je constate, pour le dire, qu'il y a des victoires, parce que nous avons gagné dernièrement le match aller contre le Kenya. Ah oui. Nous sommes qualifiés face au Burundi. Mais c'est bien, c'est très bien. Et je dis, ça, c'est ce que nous voulons. Donc, il y a ce pan de ces équipes fanions qui doivent gagner, qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir être rayonnants sur le plan du football, parce que nous sommes un pays de football. Nous avons les meilleurs records. Première équipe à atteindre les quarts de finale à la Coupe du Monde. Première équipe africaine à jouer une finale de la Coupe des Confédérations. On a quand même un palmarès qu'on ne peut pas. Nous sommes à 5 cannes d'Afrique. Nous avons quand même un palmarès qui ne doit pas nous permettre, qui ne doit pas nous ramener en arrière au ras du sol. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il faudrait qu'il y ait des victoires, et je commence à constater ces victoires. Il y a un deuxième pan qui est naturellement le pan, n'est-ce pas, de la tranquillité. Le pan, n'est-ce pas, de l'unanimité. On ne peut pas atteindre l'unanimité, mais qui est, n'est-ce pas, une sorte d'accalmie au niveau de la FECAFOOT. Je suis mal à l'aise de constater que les présidents de clubs sont chiffonnés, les présidents de clubs s'entretuent, alors que Samuel Eto'o doit fédérer les esprits. Il doit rassembler. Et j'ai eu beaucoup d'espoir en lui lorsqu'il est arrivé, parce que je me suis dit, c'est un joueur
de dimension internationale. C'est une légende vivante du football. Voilà quelqu'un qui va rassembler le football. Mais j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de voir aujourd'hui les querelles de chiffonniers. Vous parlez du championnat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la division. Vous avez le général Pierre Semengue qui organise, n'est-ce pas, son championnat à 20 équipes et qui dit qu'il va lancer le championnat en octobre. Vous avez la FECAFOOT qui dit qu'elle va lancer naturellement son championnat en septembre. Alors, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui en est la cause? Que voulez-vous que je vous dise? Parce qu'aujourd'hui, on parle de ces présidents de club qui, d'être sont siphonnés, ce sont vos mots. Mais aujourd'hui, il faut quand même relever le fait que Samuel Eto'o fils veuille moderniser ce football, veuille mettre le joueur en avant. En ce qui concerne le football, un peu plus que ne l'a fait par le passé d'autres présidents. En fait, ne l'ont fait par le passé d'autres présidents. Les présidents de club... Non, il ne faut pas être péremptoire en disant que les autres n'ont rien fait. Moi, je n'aime pas ce genre de discours. Je n'ai pas dit que les autres n'ont rien fait. Oui, moi, je n'aime pas ce genre de discours parce que vous avez vu, il y a Mohamed qui a géré le football camerounais et qui a eu des victoires. Vous avez eu Tombi Aroko qui a pu avoir la CAN 2017 et qui a essayé de mettre, n'est-ce pas, tous les championnats sur pied, le championnat jeune, le championnat féminin, le championnat masculin, et qui est allé même jusqu'à vouloir mettre sur pied les stades municipaux qui ont été rapidement sabotés. Donc il ne faut pas estimer que le football a commencé avec Eto'o et fini avec Eto'o. Moi, je n'aime pas ce genre de discours. Eto'o essaie d'apporter ce qu'il peut apporter de mieux. Il essaie, n'est-ce pas, avec les moyens qu'il a, de faire ce qu'il peut faire. Mais moi, je ne suis pas dans les incantations. Il y a des indicateurs qui démontrent que quelqu'un veut faire quelque chose. Quels sont les indicateurs au niveau, n'est-ce pas, des joueurs? Est-ce qu'il y a une convention collective avec les présidents de clubs, une convention collective où on signe, n'est-ce pas, des conventions avec la FECAFOOT pour dire, voilà, la grille salariale des joueurs, voilà les conditions de vie des joueurs. Non, c'est pas ça. Si vous donnez... Elles ont été bon, écoutez, si moi je donne... Elles ont été élaborées. Écoutez, non, il n'y a pas une convention collective en ce qui concerne les joueurs de football. Écoutez, si moi je viens ici à ABK, je vous donne 10 millions. Et je vous dis, bon, voilà 10 millions, j'attends que vous payez les journalistes à 500 000. Mais ce n'est pas parce que je vous donne 10 millions que je vais vous imposer de payer ceci ou cela, parce que vous avez d'autres charges. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes président de club. Ces présidents de club gèrent ces clubs depuis des décennies. Et je vous rappelle qu'ils ne sont pas des mendiants. Ce ne sont pas des gens qui... Sauf qu'on a l'impression que ça faisait un peu plus leur affaire que l'affaire des joueurs, mais des footballeurs. Vous parlez de quelle affaire? Oui, donc les présidents de club qui géraient... Vous savez le budget qu'un président de club peut mettre dans une équipe pour un championnat en une année? Pourquoi vous voulez chiffonner ces braves hommes qui ont animé le football pendant des années au Cameroun? Vous voulez dire que le président Feuteux est à 5 millions, à 10 millions près? Le président Feuteux doit être encouragé à payer ses joueurs en monnaie acceptable. C'est ce que le président de la FECAFOOT actuelle demande. Oui, mais naturellement, même ceux qui sont les présidents de FECAFOOT et autres, là, eux, ils ont des équipes. Ils n'ont pas d'équipe. Il faudrait qu'ils aient des équipes pour qu'on essaie de voir comment ils vont gérer ces équipes. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je félicite d'abord ce qu'il y a des acquis. Ces présidents de club ont animé, n'est-ce pas, les championnats pendant des décennies et ça a toujours marché. Et ils font avec les moyens qu'ils ont. Dès lors qu'on voudrait professionnaliser les équipes, transformer les équipes en entreprises, il n'y a pas de problème. On s'assoit, on cherche les partenaires, on fait une convention collective et on professionnalise tout. Ce n'est pas parce que vous donnez 10 millions, 12 millions que vous allez penser qu'il n'y a que les joueurs qui sont des charges. Non, une équipe, c'est une institution. Il n'y a pas que les joueurs. C'est quand même la première matière première. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais il y a les entraîneurs, il y a les entraîneurs, il y a les médecins. Hein? Ça a toujours marché parce que les joueurs se sont tus. Maintenant que les joueurs parlent, les joueurs font des sorties, ils font des vidéos pour dire que voilà, ils vivent comme des esclaves, ça ne va pas, et tout. Et il a fallu à un certain moment que on regarde cette affaire de près. Moi, ce qui me dérange, c'est que cet aspect-là, nous du peuple, vous êtes une personne avérée, vous êtes une personne introduite, vous savez... c'est vous qui le dites. Hein. Oui, mais vous avez dit, vous étiez avec l'ancien, l'ex-président, M. Tombi Aroko, oui. Vous l'avez côtoyé, vous étiez un de ses collaborateurs.
Donc je ne sais pas, moi j'étais à la chambre de Bon, vous l'avez côtoyé. Donc vous dites connaître, vous connaissez d'une certaine manière la question du football camerounais. Maintenant, moi j'aimerais juste dire pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de reléguer la question concernant les joueurs? Est-ce que le joueur ne doit pas être mis pour une fois au centre de l'affaire? Moi, je ne voudrais pas des débats qui ne nous avancent pas. Voilà ce que je dis. Lorsque vous dites que vous voulez professionnaliser le football, vous appelez les présidents de club. Vous vous asseyez, vous évaluez la masse salariale dans chaque équipe. Vous évaluez, n'est-ce pas, les charges dans chaque équipe. Et dès lors que vous évaluez les charges, la masse salariale dans cette équipe, vous faites un budget. Et à travers ces budgets-là, vous cherchez donc des financements. Parce que pour l'instant, il faut le dire, Qui devrait chercher des financements, monsieur? C'est les clubs qui cherchent les financements. Merci. Même la FECAFOOT. D'ailleurs, j'ai eu dit que le président Samuel Eto'o avait amené les présidents de clubs au Qatar pour des conventions. Jusqu'aujourd'hui, c'est lettre morte parce qu'on n'a pas eu la suite de cela. Mais c'était déjà quelque chose de bien. Donc, vous faites donc ce diagnostic-là et vous faites donc une convention collective qui vous permet d'avoir des documents, des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on donne l'argent au club. On l'a toujours fait. Et c'est à travers cela que les présidents de club essaient, n'est-ce pas, de pouvoir animer. Mais si vous voulez maintenant, le communique, c'est pour ça que ça fait débat. Mais vous voyez, les institutions ne se baladent pas dans la rue. Et moi, je suis toujours très réticent des gens qui donnent l'argent, qui font la publicité. Parce qu'il y en a qui le font et ils ne font pas la publicité. On a donné et puis les joueurs n'avaient rien. Et je vous rappelle que c'est même en deçà. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, on donnait 23 millions pour les clubs d'Elite One et je crois 12 à 15 millions pour les équipes d'Elite Two. Je peux me tromper, mais... Aujourd'hui, on va à plus de 40. Plus de 40, je ne suis pas sûr. 40 millions dans les équipes. Je pense quand même. Pas très sûr. Monsieur Mika, je pense quand même que d'une certaine manière, il faudrait reconnaître les avancées. Il faudrait reconnaître les avancées. On dit la même chose. Je suis en train de vous dire que quand vous voulez professionnaliser un championnat, il y a, n'est-ce pas, un certain nombre d'étapes à franchir. Il faudrait faire une évaluation des besoins en ce qui concerne les clubs. Il faudrait une évaluation des besoins dans les charges et voir quand on met la grille salariale, c'est en concertation avec les joueurs, avec les présidents de clubs et naturellement avec les fonds qu'on a à sa disposition. Ce n'est pas au pif, au hasard, qu'on dit aujourd'hui vous allez payer 200 000, 500 000, ce n'est pas ça. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus et je vous parle d'une convention collective, c'est-à-dire que vous signez une convention et vous avez un dispositif juridique qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir avancer. Monsieur Meka-André Lutteur, des questions des auditeurs. Les questions des auditeurs. Alors pourquoi ramenez-vous les problèmes de la FECAFOOT à la personne de Samuel Eto'o fils? C'est une question de Aloïs Sekwakoto. C'est eux qui ramènent les affaires de la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on a à redire par rapport à la gestion de la FECAFOOT. Vous savez, partout il y a le bruit, les gens doivent s'y intéresser. C'est la première fois que je vois que nous avons perdu autant de matchs et les Camerounais n'avaient rien dit. À l'époque, quand on perdait seulement un seul match à Fandena, mais les joueurs ne sortaient pas du stade. Et je témoigne que les Camerounais aiment beaucoup Samuel Eto'o parce que si c'était quelqu'un d'autre, il serait déjà lynché depuis. Donc pour vous dire que moi je ne parle... Est-ce qu'il y a des exemples? Bien sûr, il y a eu des matchs où on avait encerclé des joueurs. Il y a eu des matchs où on avait encerclé des joueurs. Il y a eu des matchs où on a failli même agresser des joueurs, casser des maisons. Il y a des exemples. Monsieur Meka, toujours la question de Aloïs Sekwakoto, que si les Amba Boys ont pris les armes aujourd'hui, ce serait parce que Paul Biya n'aurait pas été assez conciliant. En fait, c'est la question qu'il pose. Est-ce que les Amba Boys ont pris les armes aujourd'hui parce que le président de la République n'a pas été assez conciliant? C'est un rapport avec votre propos de plus... Oui, non, je vais vous dire qu'il n'y a pas eu de l'État vraiment plus conciliant. Cette histoire, je la connais par cœur. Lorsque cette affaire éclate dans les années 2016, le président Biya envoie tout un gouvernement à Bamenda pour négocier avec la bande à Mbala. Et je crois qu'il y a eu près de 2 semaines de négociations. Tout le monde était à Bamenda. Il se pourrait, je n'ai pas eu des informations, qu'ils ont été
assez radical. Ils ont demandé le fédéralisme ou rien. Et la discussion s'est bloquée. Par la suite... Ils ont été interpellés? J'en viens. Oui. Par la suite, il y a eu des informations qui ont circulé qu'ils avaient eu beaucoup d'argent dans les comptes pour pouvoir faire du désordre. C'est à partir de ce moment que l'État a commencé, n'est-ce pas, à vouloir voir clair sur les leaders et ils ont été nettement arrêtés. Et je rappelle encore que le chef de l'État n'a pas démordu. Il n'a pas laissé comme ça. Il a envoyé les émissaires pour aller discuter avec la diaspora anglophone. Et je peux vous dire qu'il y a même un affidé, j'allais dire un collaborateur du ministre Laurent Esso qui avait été sévèrement agressé. Oui. Il ne s'est pas arrêté là. Lorsque l'affaire a commencé véritablement à faire problème, il y a eu le grand dialogue. Il y a eu le grand dialogue qui est sorti avec un certain nombre de résolutions dont vous savez. Mais je peux vous dire que le chef d'État a toujours réagi promptement. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a recruté près de 1000 enseignants anglophones. On a mis la section Common Law à l'ENAM. On a mis la section Common Law au niveau de la Cour suprême. On a recruté près de 500 interprètes anglophones. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce cadre-là, avec à la clé, n'est-ce pas, un statut spécial et un médiateur dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'y a pas plus magnanime, il n'y a pas plus conciliant que le président Paul Biya. Je ne vais pas continuer, en fait. Je ne vais pas vous poser des questions davantage sur ce sujet. Une autre question qui nous vient de Samuel Tonkam, qui nous écoute depuis Washington aux États-Unis. Monsieur Luther Meka, de l'appel de Rifoué qui a dit que dans le cas où le MRC gagne les prochaines élections présidentielles, l'armée doit faire un coup d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi je crois que c'est une analyse parmi tant d'autres. Qu'est-ce que le docteur Rifoué a voulu exprimer? Docteur Rifoué a voulu critiquer le fait que le MRC brocardait l'armée. Le fait que le MRC était toujours en train de vouloir humilier l'armée. Je vais vous raconter une histoire. Les discours du président, excusez-moi monsieur Meka, les discours du président du MRC ne le laissent pas transparaître. Il soutient généralement l'armée dans ses sorties. Non, je ne crois pas. J'ai fait tout un travail sur cette affaire. Vous savez, le MRC m'intéresse beaucoup parce que ce parti a voulu faire un désordre dans le Cameroun. Ils ont voulu installer le chaos. Donc, je me suis appliqué pour, n'est-ce pas, pouvoir suivre ce parti minute par minute, de près. Mais je vais vous dire que M. Kamto a dit dans une interview que l'armée a tiré sur ces manifestants. Il a dit. Il est allé à Vox Africa. Il a dit qu'il y a une torture, n'est-ce pas, de ces militants. J'ai tous ces recueils-là. Je voulais vous dire que vous savez que M. Kamto a fait une tournée au Nord Cameroun et ses affidés, tous ces SBI-là, ont agressé un agent des forces de l'ordre jusqu'à le désarmer et faire en sorte de faire croire aux Camerounais que M. Kamto a failli être assassiné. Vous ne connaissez pas cette actualité? Bon, il n'est pas comptable de ce que peuvent commettre. Mais ça veut dire que c'est un mauvais leader. Mais ça veut dire que c'est un mauvais leader qui ne contrôle rien. Pas derrière chaque, est-ce que vous n'êtes pas au courant de cette actualité? Du RDPC pour Madame, vous ne répondez pas à ma question. Parce que c'est elle qui pose la question individuelle. Parce qu'elle veut nier cette actualité. Non, mais vous ne diriez pas, par exemple, du président de l'Assemblée nationale qui n'est comptable des maladresses de son directeur de cabinet qui a dit des choses gravissimes il y a quelques jours, c'est qu'il voit à l'Assemblée, au camp RDPC même, des velléités de démission. Non, cher ami, c'est très différent. Si vous prenez la parole aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes quelqu'un de consciencieux, on se dit que vous êtes responsable. Mais poser les actes dans une organisation structurée, comme un événement officiel, une sortie officielle comme le président Kamto, comme ceux-là ont fait, cela démontre que s'il ne maîtrise rien, cela démontre qu'il est tout simplement incompétent, il ne maîtrise pas son équipe. Parce que je vais vous dire, cher monsieur, quand vous êtes un homme politique racé, vous êtes un homme politique organisé, quand vous faites une sortie, tout est calculé au millimètre près. Il n'y a pas de hasard. Et il y a une orthodoxie, il y a une conduite à tenir lorsque vous êtes, n'est-ce pas, un homme politique et vous faites une sortie officielle. Donc je crois que ça a été une erreur monumentale et les forces de l'ordre doivent tirer toutes les conclusions nécessaires, que ce n'est pas un monsieur recommandable. Arsène Gamning a également une question pour vous. Que M. Meka nous explique comment quelqu'un peut participer
à une réunion où on discute des armes que l'on voudrait faire entrer au Cameroun sans être inquiété, et un autre prend une condamnation ferme pour avoir projeté de marcher. Donc, ça, c'est la question que pose Arsène Gamini. Ben, écoutez, tout dépend de ce qu'il y avait dans la réunion qu'on faisait. Ceux qui projetaient de marcher. Vous savez, ne pensez pas que l'État est fou, ou l'État n'a pas les informations idoines. Lorsque on vient vous arrêter, même chez vous, ça veut dire qu'il y a des implicites. Et ces implicites-là, l'État qui fait la police administrative, qui a toutes les informations nécessaires, sait de quoi il s'agit. Et quand il est établi qu'il n'y avait rien à vous reprocher, on vous relaxe. Non? Ah bon, il est établi. Non, c'est une question que je pose. Non, moi, je ne sais pas. J'abonde dans votre sens pour expliquer que ce n'est donc pas une cabale. Non, monsieur Kouamo, c'est vous qui me dites que ce n'est pas établi. Ce n'est pas à vous de me le dire. Je ne parlais pas de cette situation. Vous parlez de quoi? Je disais en règle générale, lorsque l'État renseigné, comme vous dites qu'il peut l'être, vous interpelle et se rend compte qu'il y avait erreur sur le jugement, l'État peut vous relaxer. Je ne parle pas spécifiquement. C'est tout à fait naturel. Voilà, non, rassurez-vous, je ne parlais pas du cas comme toi. C'est tout à fait naturel. Voilà. Dernière question, Valérie Mbienda de Ange Raphaël, qui a donné l'ordre de tabasser les avocats à Boya. Voilà ce qui a déclenché la colère ultime. Qu'est-il arrivé à celui qui a donné cet ordre? Et c'est la question que pose Valérie Mbienda. Ben écoutez, au cours d'une manifestation, il peut y avoir des échauffourées. Il ne s'agit pas, quelqu'un n'est pas obligé de donner l'ordre. Dès que ça surchauffe, ça prend une autre dimension et naturellement, ça se désagrège. Donc je ne suis pas sûr que c'était une affaire d'ordre où on a donné l'ordre, non. Je crois qu'il est important que lorsque vous faites des manifestations, que ce soit autorisé et que vous respectez l'ordre établi, c'est-à-dire l'autorité qui est devant vous. Pour sortir la dernière question de cet entretien, Monsieur André Luther Meka, les élections de 2025, c'est dans moins d'un an et demi et le RDPC est décidé à rafler tous les sièges dans tout le pays. Non, ben écoutez, nous sommes un parti structuré, nous sommes un parti que les Camerounais aiment, parce qu'au fur et à mesure que les Camerounais participent à la politique, ils savent, n'est-ce pas, qu'il y a des imposteurs, il y a des faux prophètes. Et l'actualité que nous venons de faire avec un certain leader. On a des exemples de faux prophètes au Cameroun? Ben écoutez, il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé élu, non? Alors qu'il n'avait jamais été à Mintom ni à Yoko, mais il s'est autoproclamé élu. On les appelle quoi? Des imposteurs ou bien des faux prophètes? Dans tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est que le RDPC est un parti qui est toujours près de ses militants, un parti aimé par les Camerounais, parce que c'est un parti qui donne... Vous le pensez sincèrement? Est-ce que c'est une affaire de croyance? Ça se voit, ça se vit. Vous avez un problème avec ça, Fifi? C'est pas un problème de croyance, Madame Fikak Sidoni. C'est pas un problème de croyance. Je vous dis que le RDPC est le parti le plus aimé actuellement parce que les Camerounais ont compris que les autres sont tout simplement des arnaqueurs, des escrocs politiques. Et donc, en 2025, vous les appelez massivement à vous voter, comme c'est le cas oui, d'habitude. Vous savez, moi, je peux vous dire de façon péremptoire que sur les 7 millions d'inscrits, nous avons en moyenne 4 millions qui sont du RDPC et qui attendent le moment venu, qui attendent, n'est-ce pas, le mot d'ordre du chef de l'État, le président Paul Biya, qui est d'abord notre candidat naturel, parce que là, ça ne se discute pas, c'est dans les textes, il est candidat. En 2025, il rempile. Naturellement, s'il dit qu'il est candidat, nous serons dedans. Et on peut même être... Vous n'attendez même pas qu'il le dise, vous le poussez. Non, mais je suis en train de vous dire qu'il est candidat. Naturellement. Et moi, j'ai cette perception-là que nous devons être derrière les hommes forts. Parce que avec les crises qu'il y a dans le monde aujourd'hui, avec la fragilité qu'il y a aujourd'hui au niveau des États, il est important d'avoir des hommes forts, des hommes puissants, des hommes qui sont capables, n'est-ce pas, de pouvoir protéger leur pays. Et le président Paul Biya, c'est un protecteur, non seulement de notre pays, de l'Afrique. Et tout le monde peut le témoigner. Vous pouvez lire le livre de Kagame, vous pouvez lire le livre de Gbagbo. Il y a des confidences là-dessus sur le président Paul Biya. Il est clair que c'est quelqu'un qui aime son pays et qui aime l'Afrique. André Luther Meka, merci d'être venu chez nous ce matin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je voudrais remercier Radio ABK et tous les excusez-moi, tous les auditeurs. Je suis parfois habitué à la télé. Ils peuvent nous regarder aussi sur nos plateformes digitales. Naturellement, tous les auditeurs d'ABK qui nous suivent, merci de m'avoir invité. Et je peux déjà vous dire que je suis disponible aux invitations
Il suffit seulement de me prévenir. Vous l'avez confirmé ce matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.